établissements font partie intégrante. À ce véritable marathon législatif a également participé la loi du 4 mars 2002, dite de démocratie sanitaire et d'amélioration du système de santé, laquelle s'est efforcée d'équilibrer, si faire se peut, la relation soignant-soigné, qui est asymétrique par nature, et d'organiser la gouvernance du système de soins de façon plus partenariale, permettant entre autres des expériences de santé communautaire. On peut aussi remarquer que dans la pensée contemporaine, le statut de la personne a beaucoup évolué. Si je pars des droits de 1789, entre cette date et aujourd'hui, on est passé de droits anonymes et indifférenciés aux droits des personnes. Et de nos jours, il nous va falloir aller au-delà et franchir une nouvelle étape afin de passer de l'approche par la personne à une reconnaissance du sujet, c'est-à-dire de l'individu tel qu'il est, avec ses particularités, ses différences, ses faiblesses propres. Parallèlement, et tournant le dos au vieil aphorisme assimilant le nourrisson à un tube digestif, les années 70, vous vous en souvenez, ont vu l'émergence de son contraire, le bébé est une personne. Ces modifications sociales et législatives se sont en outre accompagnées du souhait, venant essentiellement des familles, d'un retour à une place accrue de l'école dans l'éducation de ces jeunes handicapés. Il faut bien reconnaître que celle-là avait été parfois trop négligée et surtout que ces derniers, les enfants, avaient été trop facilement exclus des classes qu'ils auraient pu fréquenter. Dans un réajustement positif de cette situation, nous aurions pu espérer que tout le savoir-faire accumulé depuis des décennies dans le secteur médico-social, dans le domaine de l'éducation spéciale, puisse être apporté à l'école à laquelle il avait déjà tant donné. Je tiens en effet à vous rappeler qu'un grand nombre des progrès pédagogiques ont été le fruit de recherches entreprises dans le domaine de l'éducation spéciale par des pionniers dont la liste est longue. Je cite Itard, Seguin, Montessori, De Crolli, mais il y en a beaucoup d'autres. Parallèlement, l'école n'a pas eu les moyens de réaliser l'aggiornamento qu'il lui fallait faire. Là où il a fallu augmenter la formation des maîtres spécialisés, celle-ci a été réduite en nombre comme en qualité. Devant la demande impérative de rendre l'école plus inclusive, on a eu recours à l'artifice des auxiliaires de vie, AVS, et plus récemment aux emplois de vie scolaire, EVS, dont la bonne volonté est indéniable, mais dont la formation réduite et le déroulement de carrière ne souffrent absolument aucune comparaison avec celle des professionnels du secteur médico-social. En fait, afin de satisfaire une demande en forte croissance et une idéologie à la mode un peu trop jusqu'au boutiste, on a préféré intégrer le plus grand nombre possible d'enfants, ne serait-ce que quelques heures par semaine, plutôt que de jouer une coopération efficace avec les compétences existantes dans le secteur médico-social. Enfin est survenu ce qu'il est convenu d'appeler la crise. L'éducation, la santé, le secteur médico-social et beaucoup d'autres sont désormais tous réduits à la portion congrue. Il faut faire mieux avec moins, nous répètent les théoriciens du management. Je me permets de ne pas du tout partager cet avis bien pensant et je suis convaincu que si on continue de la sorte, on aboutira qu'à plus de réduction de services et de soins et à des fermetures d'établissements et services. Il me semble en effet que là, dans ce domaine, la dose létale est atteinte. Ce faisant, la politique actuelle du handicap sacrifie au moins en partie les besoins spéciaux de nos amis anglais, special needs, c'est-à-dire les besoins spécifiques du sujet, au profit d'une organisation collective et économiquement moins dispendieuse de la prise en charge. L'école n'était pas et n'est toujours pas, dans la grande majorité des cas, préparé à recevoir de grands dépendants, tels que les polyhandicapés, de grands anxieux ou de grands agités, tels que certains autistes ou des adolescents caractériels, et beaucoup d'autres. Tout cet ensemble d'aspirations sociales, de modifications législatives et réglementaires, de contraintes économiques, constituent les fondements d'un changement de regard que je voudrais plus positif, certainement celui dont ont finalement besoin aujourd'hui les enfants, les personnes handicapées, les malades chroniques, leurs familles et tout autant les professionnels. Quel est l'état actuel des lieux en effet ? Après ce bref rappel historique, où en sommes-nous ?
La mission de soins est toujours inscrite dans l'énoncé même du secteur médico-social, comme dans son acte de baptême, le décret du 9 mars 1956. Ce secteur ne peut donc continuer à se déprofessionnaliser et à abandonner progressivement cette fonction soignante. Il faut même peut-être qu'il la retrouve. Cet impératif de vigilance s'impose d'autant plus que l'évolution hospitalière actuelle dans le sanitaire s'oriente en psychiatrie et même ailleurs, et même si je le déplore, vers un tout sanitaire diagnostic de court séjour qui laisse au secteur médico-social la prise en charge au long cours et bien entendu les soins correspondants. En conséquence de ce qui précède et aussi en raison de motifs économiques évidents, le prix de journée n'est pas le même, le prix de journée ou ce qui lui est équivalent n'est pas le même dans le médico-social que dans le sanitaire. Il est prévisible que de nombreux patients chroniques, éventuellement non ou très peu stabilisés, seront de plus en plus rapidement orientés vers le secteur médico-social. En ce qui concerne les enfants et les adolescents, le besoin d'une éducation de plus en plus sophistiquée et coûteuse, et vous voyez la direction de mon regard vers certaines méthodes éducatives très, très, très coûteuses, alliées à celui de soins qui s'avéreront rapidement peu ou prou indispensables, amèneront, du moins on peut l'espérer, une réévaluation d'une inclusion scolaire trop systématique et d'une prise en compte des besoins spécifiques des plus atteints d'entre ces enfants ou ces adolescents. Il ne faut pas en effet oublier que le secteur médico-social représente plus de la moitié de l'offre de soins en psychiatrie infanto-juvénile. Je ne vous donne pas une liste exhaustive, mais pensez aux CAMS, aux CMPP, aux ITEP, aux IME et à bien d'autres structures. Sauf à créer, et en nombre de nouvelles structures, ce qui à l'heure actuelle me semble très très improbable, il faudra bien passer par les établissements et services de ce secteur pour assurer le dépistage, le diagnostic et le traitement de toutes sortes d'états pathologiques qui compromettent le développement et les apprentissages de nombreux enfants et adolescents. Enfin, et ça c'est écrit sur le bandeau, l'affirmation simpliste que l'institution correspond systématiquement à la nécessité d'un éloignement ou d'un enfermement commence à être sérieusement battue en brèche. On parle désormais de parcours de vie, où l'établissement a toute sa place, exactement comme le domicile, selon l'état de la personne, celui de ses proches, et naturellement en fonction de ses propres désirs. On ne saurait oublier que peu après la fin du dernier conflit mondial, notre société a entièrement reconsidéré les rapports sociaux dans le sens d'une plus grande humanité. C'est bien dans les institutions et dans les hôpitaux psychiatriques que les différents courants de désinstitutionnalisation et de psychothérapie institutionnelle ont pris naissance. Ce n'est que postérieurement que la place des personnes handicapées dans la société a fait l'objet d'une évolution sensible vers l'égalité des droits, c'est très important, et vers une participation accrue à la vie de la cité. Alors, un avenir est-il possible ? Dès lors, les professionnels ne peuvent plus s'inscrire dans une logique de pouvoir, surtout s'il s'agit d'enfants, de tout petits enfants, et a fortiori de personnes âgées dépendantes. Ils ne peuvent plus rester avec eux dans des rapports d'autorité. L'individu isolé, la personne malade, la famille en charge d'un enfant ou d'une personne handicapée méritent les uns comme les autres et en toutes circonstances non seulement de renoncer à l'institutionnalisation aveugle, mais également de pouvoir faire reconnaître leurs besoins spécifiques, particuliers, dénoncer leurs attentes, leurs désirs, leurs projets de vie. L'écoute et la réflexion d'équipe constituent la première des réponses à ces situations. Bien plus, désormais, les professionnels auront à cœur de développer les compétences du sujet et celles de son entourage immédiat, parents, frères et sœurs, grands-parents, aidants, et de passer de la vieille ordonnance ou du conseil à la capacitation des personnes dans un climat de partenariat et d'accompagnement. Plutôt que de prise en charge, l'institution doit aujourd'hui proposer des prises en compte, comme l'a écrit si bien Jean-François Chaussy dans son dernier rapport. Prises en compte répondant aux besoins des enfants, des adolescents et des adultes, ainsi qu'aux attentes des familles. Pour y parvenir, l'institution doit évoluer et se montrer suffisamment imaginative. Enfin, la gravité des atteintes,
quelle qu'elle soit initiale ou due à l'évolution ou encore à l'âge, nécessitera toujours et a toujours nécessité une technicité et un investissement qui risqueront, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, de déborder rapidement l'école, les aidants, les familles, quelle que soit par ailleurs la tolérance exceptionnelle de ces dernières à ce sujet. Le recours à l'institution se fera dès lors à la carte, selon des volontés du sujet et les possibilités de ses proches. L'établissement devient alors non seulement pôle de compétences, mais aussi centre de ressources, havre de soulagement à temps partiel, etc. L'institution devra donc être désormais imaginative et polyvalente, car ce qui va lui être demandé demain, c'est de devenir non seulement centre de référence, mais aussi plateforme de service dans un réseau d'aidants et dans un réseau de soins où la personne handicapée tracera son parcours de vie. Il s'agit là, en effet, d'une disponibilité et d'une souplesse d'accueil pour les incidents de ce parcours, par exemple un simple besoin de changer d'horizon, une aggravation subite, le décès d'un proche qui avait fonction d'aidant, etc. Cette véritable reconversion demandera des efforts, mais permettra de ne rien perdre des acquis de notre expérience, de restaurer la valeur thérapeutique des institutions lorsqu'elle s'est affaiblie, ou de donner un sens aux compétences et aux carrières qui se déroulent en son sein. Il me semble être la clé de voûte du redressement de ce secteur dans une alliance retrouvée entre l'accompagnement et les soins. Jusqu'ici, et je tiens mon horaire, c'est par chance, je n'ai parlé que de la créativité au sens institutionnel du terme. D'abord parce que c'est l'objet premier de notre association, et ensuite parce que je pense très fort que c'est l'urgence du moment. Mais ces troisièmes assises ont également pour ambition de valoriser la créativité en tant qu'outil thérapeutique ou tout simplement de loisir dans la vie des institutions. Traiter de cet aspect très important empiéterait sur les exposés qui vont suivre, les exposés qui vont suivre et auxquels il me paraît souhaitable de laisser toute leur place. De plus, plusieurs ateliers utilisant toutes les ressources de la vie quotidienne, de la communication, de l'art, ont été prévus afin de donner à cette manifestation un caractère à la fois novateur et stimulant, illustrant une fois de plus les effets fertilisants de l'alliance de la théorie et de la pratique. Pour conclure, je dirais que le secteur médico-social ne peut se rénover, trouver une voie nouvelle et perdurer sans le recours à la créativité. C'est ce dont j'ai essayé de vous convaincre, j'espère avoir réussi. De plus, la création appliquée au domaine de tous les jours, comme aux activités artistiques ou de distraction, joue un rôle de premier plan dans la qualité soignante et la valeur d'accompagnement des établissements et des services. C'est parmi d'autres une des raisons qui nous a fait choisir ce thème que nous espérons rassembleur pour ces troisièmes assises de la psychiatrie médico-sociale. C'est aussi un moyen de mettre un peu de vie au centre de nos institutions et d'introduire un peu d'humanité dans notre dispositif de prise en charge ou de prise en compte. Ainsi, pourra-t-on, j'en suis convaincu, répondre à ce souci de l'humain qui a déjà été exprimé à cette table plusieurs fois et qui représente, à mon sens, l'apport le plus décisif que les personnes handicapées peuvent offrir à notre société. Cet appui sur l'humanité de chacun est la pierre angulaire de toute action de formation et constitue véritablement la raison d'être de l'association scientifique de psychiatrie institutionnelle que vous êtes tous et toutes invités à rejoindre. Bien, je vous remercie. Je remercie Roger. Et peut-être que notre ami René Le Libou pourrait venir, voilà, oui, si tu veux, nous dire un petit peu son projet et les accrochages de ses peintures. Et moi, je vais laisser la place à Michel de France, qui va avoir, directeur d'ITEP, qui va avoir, ancien président de l'AIR, qui va avoir la dure tâche de tenir l'horaire. Je vous remercie pour ma part. Très bien.
Bien, bonjour à tous. Ça va être difficile d'essayer de faire en sorte que nos conférenciers ne dépassent pas le temps, donc j'aurai cette tâche un peu... Mais enfin, à l'ASPI, il y a des éducateurs. Et donc, on a confié cette tâche à un éducateur. Voilà. À vous. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Moi je suis chargé de vous présenter l'exposition que vous trouverez à l'entrée de cet amphi. Cette exposition est une partie d'une exposition qui est annuelle, qui transite dans tout le Languedoc-Roussillon et à l'initiative du GAMAS, qui est une association, un groupe d'appui des masses, femmes et foyers de vie du Languedoc-Roussillon, où il y a à peu près 35-40 établissements adhérents. Cette association est chargée de développer des activités socioculturelles à partir des ateliers des établissements, de développer des rencontres, loisirs, sportifs, formations. Enfin, c'est une aide technique, se veut une aide technique aux établissements qui adhèrent. Cette exposition que vous voyez est une partie donc d'une exposition itinérante qui s'appelle Un autre regard d'autres artistes. Cette exposition a une histoire et elle rassemble les œuvres réalisées par des personnes en situation de handicap au sein des maisons d'accueil spécialisées, des foyers d'accueil médicalisés et des foyers occupationnels du Languedoc-Roussillon. Cette exposition a eu lieu il y a 19 ans, la première, à la maison d'accueil spécialisée de Montflorès à Béziers, à l'initiative d'éducateurs animant des ateliers peinture. Pour reconduite 2 années consécutives dans cette même institution, elle avait pour un titre Un autre regard, tout simplement. Elle a intéressé et elle a plu. Puis elle a commencé à être organisée dans d'autres centres. À Saint-André-de-Saint-Gonis, là, comme une évidence, s'est imposée la deuxième partie du titre, D'autres artistes. En octobre 2000, puisque donc de 1993 à 2000, cette exposition avait souvent lieu dans les établissements. Mais petit à petit, cette exposition grandissant, une vingtaine d'établissements exposés, et ça représentait 140 à 150 tableaux. Elle ne pouvait plus tenir dans le cadre d'un établissement. L'intérêt de se tenir dans l'établissement, c'était de faire venir des personnes extérieures pour rencontrer les personnes handicapées sur leur lieu de vie et d'ouvrir aussi les établissements sur l'extérieur. Mais très vite, cette expo, à partir de 2000, a eu lieu dans des salles d'exposition ordinaires à différents endroits. Pour citer, par exemple, on a exposé au Congrès mondial de psychiatrie Yazid à Montpellier. On est sollicité aussi par d'autres congrès. On a exposé au Pont du Gard. Voilà quelques exemples de cette exposition. En octobre 2000, il a été constitué un groupe de travail chargé de donner forme à l'esprit de cette exposition. Il semblait important, compte tenu du grand nombre de participants, de poser comme concept d'adhésion une charte afin que chaque nouvel établissement exposant puisse s'inscrire dans le même ressenti, dans la même volonté et dans la même philosophie. Cette charte, à l'initiative de la commission de culture du GAMAS, est maintenant un outil incontournable et indispensable. Elle est l'esprit du salon, elle réglemente les lieux d'exposition, les conditions de participation, le nombre d'œuvres, la sélection et la réalisation de l'affiche ainsi que des cartons d'invitation. Chaque organisateur qui rejoint le salon est libre de sa logistique dans les limites fixées par la charte, tant pour la manifestation elle-même que pour le vernissage qui ouvre traditionnellement l'exposition. Le vernissage est souvent aussi un moment très convivial où les artistes handicapés de divers établissements se rejoignent et ont plaisir d'être ensemble, et ça finit souvent par un buffet très apprécié. La commission peinture et arts plastiques du GAMAS travaille pour la pratique culturelle et la reconnaissance artistique des personnes en situation de handicap vivant dans les établissements. Par son action, elle propose de soutenir et d'enrichir leur démarche créative, d'affirmer leur identité sur un terrain qu'ils ont appris à maîtriser. Il s'agit pour les artistes de vivre des expériences, mais également de les faire partager. Sur ce point, la Commission assure également la promotion des créations artistiques par des expositions,
D'où cette expo, un autre regard d'autres artistes. Cette année, l'expo a eu lieu à Perpignan. Pour parler des artistes eux-mêmes, il faut beaucoup de courage, beaucoup d'habileté et de patience pour parvenir à surmonter tous les obstacles que le handicap met sur le chemin de l'expression artistique de ses auteurs. Effectivement, en plus de handicap, quel qu'il soit, souvent ces artistes n'ont pas l'usage de la parole. Mais le verbe est-il vraiment nécessaire pour exprimer la pensée? L'expression artistique, qu'il s'agisse de peinture, de sculpture, de musique ou de théâtre ou d'autres formes que peut prendre l'art, représente souvent le seul moyen de communication dont disposent les artistes handicapés. Elle permet aux émotions de surgir. Elle sait mieux que tout autre se faire l'interprète de mots difficiles à dire. Leur simplicité et leur spontanéité nous réapprennent les valeurs essentielles dont le quotidien nous éloigne trop souvent. La personne en situation de handicap aspire à partager avec qui le veut sa richesse intérieure par la voie de l'art. Si quelqu'un se posait la question « Pourquoi êtes-vous là ?» je répondrais par une autre question « Et pourquoi l'art ne devrait pas être là ?» Et je poursuivrai en disant qu'il y a ici ni handicapés ni valides, seulement des artistes exposant leurs œuvres, mais aussi parce que cette expression artistique contribue de manière significative à la pluralité culturelle de notre société. Ces artistes vous invitent à contempler leur univers à travers leurs tableaux. Ils s'expriment avec leurs couleurs et vous remarquerez que leur palette est riche et variée. Quand vous visiterez l'expo, regardez bien leurs toiles, laissez vagabonder votre imaginaire et j'insiste, observez encore un peu. Approchez-vous plus près des œuvres. Ne parlez plus, ne les entendez-vous pas et n'hésitez pas, laissez-vous entraîner dans leur univers. À travers leurs œuvres, ils dialoguent avec vous. Ils vous diront leur plaisir d'être là, de passer un moment en votre compagnie dans un lieu aussi étrange. Les artistes qui exposent ici font réellement preuve de créativité et leurs œuvres surprennent par leur richesse et leur capacité émotive. Merci à tous ces artistes. Merci à tous ces artistes qui nous motivent à continuer notre chemin à leur côté et nous nous excusons d'être aussi bavards pour exprimer leur plaisir de contempler leurs œuvres. Merci beaucoup pour cette riche intervention. Messieurs Philippe Chavaroche et André Bullinger nous rejoignent. Bien, bonjour, donc Philippe Chavaroche, je suis présenté dans la plaquette comme directeur adjoint du centre de formation de la Fondation John Bost en Dordogne. Je ne le suis plus depuis 1 an, puisque je suis à la retraite, mais je continue bien sûr mes activités de formation et de réflexion sur ce secteur donc, des adultes dits lourdement handicapés, principalement dans les masses et dans les femmes. Alors, je vais vous parler de créativité au quotidien et associer dans un même titre la notion de créativité et de quotidien peut sembler à première vue contradictoire. En effet, le quotidien paraît exempt de toute créativité, tant les répétitions qui le structurent se déroulent dans un même ordre immuable, tant ce sont les mêmes gestes qui se succèdent. Cette répétitivité est encore plus prégnante dans les institutions médico-sociales de type maison d'accueil spécialisée, foyer d'accueil médicalisé, où les déficiences mentales profondes, ou les pathologies, souvent de nature autistique et psychotique, figent le temps dans une circularité mortifère, une exigence d'immutabilité. D'où l'idée de routine, fréquemment associée au quotidien dans ces institutions. Or, la dimension du quotidien devrait être, à mon avis, dans nombre d'institutions médico-sociales qui fonctionnent, comme dit notre vocabulaire professionnel, en internat, et principalement chez les adultes, cette dimension du quotidien devrait être le principe organisateur de l'accompagnement.
Mais qu'en est-il aujourd'hui de cet espace-temps? Est-il encore mobilisateur d'énergie créatrice dans les domaines thérapeutiques et éducatifs? Ou reste-t-il seulement marqué par l'obligation, un peu contrainte il est vrai, d'offrir le gîte et le couvert? Dans les nomenclatures qui se font de plus en plus nombreuses pour administrer et gérer nos activités, le quotidien n'est-il pas souvent assimilé à une prestation hôtelière, souvent déléguée, notamment pour la préparation des repas, à des prestataires extérieurs? Alors il est vrai qu'il semble parfois un peu l'oublier des projets en tout genre, tant des projets institutionnels que des projets individualisés, où cette dimension de l'accompagnement quotidien fait rarement l'objet d'une réflexion théorico-clinique et d'hypothèses de travail. On lui préfère bien souvent une longue liste d'activités jugées plus nobles que la trivialité de la vie ordinaire. Il semblerait que la créativité s'exprime uniquement dans les activités. On assiste parfois à des surenchères pour proposer les activités les plus nouvelles, les plus spectaculaires, qui sont souvent fort coûteuses. À propos d'activités, je maintiens, il est vrai un peu à contre-courant, que l'activité la plus intéressante pour moi reste dans bien des cas la promenade. Mais peut-on encore, dans le sillage de Toscaïès, soutenir théoriquement et cliniquement l'apparente banalité de cette activité à des lieux, semble-t-il, des dérives activistes actuelles? Par ailleurs, la vie sociale, dans sa sacro-sainte injonction d'autonomie, est maintenant l'aboutissement ultime de toute prise en charge, comme si l'humain ne se définissait que dans ses relations au monde externe, niant que toute démarche vers le dehors s'étaye et s'articule à un dedans. Par exemple, la réforme du certificat d'aptitude à l'aide à domicile, CAFAD, a transformé celui-ci en diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale. On est ainsi passé de l'idée du domicile, symbole d'un dedans où se déroule une vie quotidienne qu'il faut aider, à la vie sociale, essentiellement tournée vers le dehors, la société. Il n'est bien sûr pas inutile de travailler au maintien des liens sociaux, mais ce glissement sémantique montre sans doute combien on est passé sans transition à une valorisation presque exclusive de cette extériorité, au risque d'une hyperactivité socialisatrice, au détriment de la vie ordinaire d'un sujet âgé, malade ou handicapé. Alors la vie ordinaire peut-elle révéler des potentialités créatrices, être source d'inventivité, de renouvellement des idées et des pratiques? Non pas rompre avec ce quotidien, selon la formule souvent employée, juste tout à l'heure, mais assumer pleinement cette dimension du quotidien. Alors, on sait effectivement, il ne s'agit pas de reproduire dans la vie quotidienne le bougisme, il ne s'agit pas d'être dans un mouvement permanent, mais on sait combien aussi ce que nous dénonçons comme la routine reste par ailleurs nécessaire et même vital pour nombre d'usagers qui vivent dans une dangereuse précarité du temps, et j'y reviendrai. La créativité dans le quotidien réside moins, à mon avis, dans ce que l'on fait, qui reste extrêmement contraint, dans ce que l'on nomme habituellement les temps forts du quotidien, les toilettes, les repas, mais dans la manière dont on peut penser ce quotidien, être dans cette recherche constante d'un sens à donner, ou plutôt à créer, à cet impensable ordinaire. Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte? Comment l'interroger? Comment le décrire? Se demande Georges Perec. Comment passer de l'implicite à l'explicite d'un quotidien investi professionnellement dans un plaisir possible à le penser et à le vivre, dans une relation partagée entre les usagers et ceux qui les accompagnent? Ce qui semble faire défaut pour penser le quotidien est peut-être un contenant de pensée, au sens que donne Bernard Gibelot à ce concept. Il s'agit, dit-il, de l'univers dans lequel des contenus de pensée peuvent apparaître, prendre sens, être compris, mémorisés et communiqués. Il ajoute un contenu de pensée est indéterminé, insignifiant, insensé, élément bêta au sens de Bion, tant qu'il n'a pas été pris dans un ou plusieurs contenants de pensée, qu'il est transformé en élément alpha. Nous-mêmes, pensons-nous notre quotidien ou seulement le vivons-nous sans nous en rendre compte? Nous convoquerons également un autre concept pour contenir cette réalité du quotidien, celui de cadre.
Alors ce terme de cadre peut sembler en contradiction avec l'idée de créativité. L'un paraît signifier les limites, voire l'enfermement, alors que l'autre se voudrait synonyme d'expansion de l'imaginaire, liberté sans contrainte. Ce mot de cadre, maintenant, est tellement employé dans nos pratiques que son sens en est sérieusement galvaudé. Et je reprendrai le sens que lui donne le psychanalyste argentin José Bleguer. Le cadre, dit-il, ce sont les invariants qui organisent les fondations de notre identité. Le cadre est la partie la plus primitive de la personnalité. Il ajoute que celui-ci a une fonction comparable à la symbiose. Il agit comme support, comme été. On ne peut penser, à mon avis, et créer le quotidien que si l'on dispose d'un cadre pour cela, une structure solide et stable sur laquelle s'étayer. Comme procède d'ailleurs peut-être tout processus créatif, qu'il soit artistique ou scientifique. Alors je vous propose de poser comme cadre préalable à cette exploration de la dimension créatrice du quotidien 4 contenants: le temps, l'espace, le corps et la relation.